Salut Oel, merci d'être présent aujourd'hui pour parler de ton parcours. Ça me fait super plaisir de t'entendre et j'ai hâte de découvrir ce que tu as à nous raconter. Donc peut-être pour commencer, si tu veux te présenter un petit peu, expliquer ce que tu faisais à l'école, ton département, et puis toutes les informations un peu pour mieux te connaître. Ouais, alors bonjour, moi c'est OL Tricoulotenec, donc j'étais de la génération fixe 171. J'ai fait partie du coup du département Ecomap, donc en deuxième année. Et donc en ce début de deuxième année, j'avais candidaté à l'époque un double diplôme IMT, qui est donc le diplôme pour le Japon à Tokyo, au sein de l'université Keio University. Voilà. Ok, trop bien. Et c'est ce que tu as fait là du coup depuis 2 ans, c'est ça? C'est ça, donc là j'ai passé 2 ans et j'en suis donc là le 31 c'est la fin du semestre, du dernier semestre et donc la fin des livrables en soi, même si on a quelque part fait déjà tous les livrables. Et donc à partir du 31 août, je suis diplômable et normalement il y a la cérémonie le 20 septembre. Ok, Voilà. trop cool, trop bien. Peut-être si tu peux expliquer un peu les spécificités du diplôme en lui-même, puis même peut-être au moment de la candidature. Comment ça s'est passé, parce que tu dis Ouais, diplôme IMT, enfin un échange IMT. Donc tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi et même peut-être ce qui t'a fait te décider à partir au Japon en double diplôme IMT. Si tu peux me parler un peu de tout ça, ça peut être top. ouais, très bien. Ben, ça part sur alors en fait mon raisonnement de pourquoi j'ai voulu candidater pour un double diplôme, d'une part. C'était l'été justement de cette transition entre première année et deuxième année. Donc on devait d'une part choisir notre département, mais aussi potentiellement se positionner sur des futurs double diplômes ou des échanges où je pense qu'à la fin de première année, on pense tous un peu à ça, qu'est-ce qu'on va faire les prochaines, comment ça va se passer. Et en fait, moi, j'avais eu une sorte de témoignage d'un ancien ami à mes parents qui faisait partie voilà, du monde des entreprises et qui recrutait beaucoup, qui m'avait donc témoigné le fait qu'il recrutait souvent des étudiants qui étaient partis plus d'un an à l'étranger. Et que le côté un an plus que 6 mois, c'était quelque chose de très important pour lui. Ok. Donc, ça m'avait guidé vers, OK, j'ai moi aussi, en plus de ça, envie de partir pour une grande durée, enfin quelque chose d'important et pas parce qu'en fait, ah oui, je revenais d'un stage de deuxième année, non, non, pardon, rien à voir, mais je pensais faire un stage de deuxième année à l'étranger, mais un Mm. stage de deuxième année à l'étranger, c'était que 3 mois et je voulais faire quelque chose de plus long. Ok. Donc, j'ai regardé les doubles diplômes. Il y en avait certains, du coup, il y avait plein de sortes de doubles diplômes, on est d'accord. Il y avait des doubles diplômes de 1 an, notamment en Angleterre, il me semble, et des doubles diplômes de 2 ans, notamment en Asie, mais aussi en Australie et à Montréal. Et oui, voilà, il y avait certaines catégories de doubles diplômes, donc ces doubles diplômes-là qui étaient proposés dans le cadre de l'IMT, donc à toutes les écoles IMT, et d'autres Ouais. doubles diplômes qui étaient proposés pour les Mindales seulement, et dans le cas aussi, peut-être, je sais plus exactement, avec, oui, sur certaines écoles françaises, comme HEC, etc., ça, c'est donc d'autres doubles diplômes. Du coup, ta Je réflexion, elle sais s'est pas faite si pendant l'été, avant c'est d'être face ça, au choix, de savoir ce que tu allais faire. exactement, parce qu'en fait, Ouais. ça arrive super vite. Mm. C'est-à-dire que c'est pour ça que je voulais faire cet échange avec toi, mais aussi d'autres choses comme les tables rondes. C'est que, en fait, en septembre, fin septembre, je crois, et début octobre, on doit décider de quel double diplôme Oui. sur quel double diplôme on veut se positionner. Et en fait, c'est hyper tôt. Mm. Et on n'est pas, moi, en tout cas, je n'étais pas du tout préparé. D'une part, je m'étais pas renseigné sur le contenu de ces doubles diplômes à cette époque-là. Et en plus de ça, dans ma vie, je ne sais pas du tout comment savoir où je vais, etc. Parce qu'en plus de ça, on candidate du coup en début septembre pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on sait même pas, on n'a même pas intégré encore notre département, qu'on doit le quitter en fait. Et ça, c'est Oui, c'est vrai. très spécial. Et c'est pour ça que c'est bien de donner le plus d'informations possible aux élèves dès la rentrée, parce qu'en fait, malheureusement, l'administration ou ce qui est disponible en termes administratifs est mis à disposition aux élèves, il n'est pas très complet, ou en tout cas, il n'est pas très facile d'accès. Et en fait, les témoignages des anciens élèves, c'est la meilleure façon pour se renseigner sans doute sur le contenu de ces diplômes, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc ça aurait pu t'aider à l'époque quand tu étais en septembre Ça m'a aidé d'une part parce en que en deuxième fait, ouais, année. c'était l'une des seules façons de me renseigner, ça a été de contacter justement d'anciens élèves, mais par Messenger, où en fait, Mm. t'attends leur réponse.
tu poses une question l'une par l'autre parce qu'en fait, tu sais pas trop quoi demander, en fait, parce que tu débarques dans le truc, tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'est presque à eux, en fait, de te dire, ah, tu vas rencontrer ça, tu vas voir ça, mais eux, ils sont pas vraiment forcément dans l'idée de t'aider ou, ils sont dans l'idée de t'aider, mais ils sont pas dans l'idée d'essayer de définir exactement ce que eux, ils ont vécu pour Mm. que tu arrives à catégoriser ou à recentrer ce qui va se passer. Ouais, ok, je vois. Et du coup, donc, comme tu dis, les doubles diplômes IMT, ça arrive d'ici fin septembre, en deuxième année, quand on rentre en deuxième année. Et après, tu as les mobilités, entre guillemets, classiques, plus sur les C'est ça. échanges ou des choses un peu plus courtes, ou en tout cas pas, enfin, internes aux mines d'Alès et non pas à tout l'IMT, qui arrive, je crois, fin décembre, voire début janvier de l'année d'après, quand on est en Ouais, deuxième année, si je me trompe pas. Du coup, et c'est pour ça que c'était un peu ouais. pressant, si toi, tu savais que tu voulais partir plus d'un an à l'étranger. Et d'ailleurs, bah, comment tu t'es dit que c'était le Japon qui t'intéressait plus que les autres pays dont tu nous as parlé? C'est une bonne question. Alors, j'avais envie de partir dans un pays sans repère. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, j'avais notamment de la famille à Montréal. J'avais ma sœur, j'avais aussi de la famille, des cousins qui étaient à Toronto, donc au Canada. En fait, en général, je connaissais des gens. Ce qui était quand même le Canada, une des destinations les plus favorisées par les gens qui cherchaient un double diplôme en général quand même. Et en plus de ça, les accords qui étaient là-bas étaient quand même assez simples, mm, enfin en tout cas accessibles. Du coup, j'avais besoin de ce truc de perdre mes repères. En plus de ça, je voulais un pays potentiellement qui parle pas forcément l'anglais. Je voulais quelque chose de, quoique je sais plus trop à l'époque si. Non, je pense qu'à l'époque j'étais vraiment pas à l'aise en anglais et donc je m'étais dit que l'anglais c'était pas si mal. Je sais ok. plus trop exactement mon raisonnement par rapport à l'anglais, mais bref, je voulais quand même quelque chose où je partais plutôt loin, où voilà, j'étais mis en danger en fait. Donc il y avait aussi l'Australie, il y avait aussi la Corée. Ouais, Et alors là, après, entre les trois, l'Australie, j'ai pas trop aimé le contenu qui était proposé. Surtout, c'était pas trop adapté aux écomaps. J'avais ouais, tu l'impression t'étais en regardant renseigné les sur le informations. programme. Ok, Ouais, c'est ça. Et après, justement, ouais, ça s'est joué un peu sur les informations et sur les anciens élèves que j'ai pu retrouver pour la Corée et pour le Japon. Et en l'occurrence, il y avait euh, un ancien élève de Ecomap que j'ai réussi à contacter au Japon à ce moment-là et qui était super sympa. Et du coup, bah, en fait, ça a lié le fait que voilà, j'y suis allé, quoi. Ça a facilité mon envie d'aller vers plus le Japon que la Corée. ouais. C'est ça, T'arrivais mieux à te projeter au final en ayant exactement. discuté avec cette personne. Exactement. Ok, donc le Japon. Et donc j'imagine que tu t'es renseigné un peu sur le programme et t'as pu valider le fait que ça correspondait bien à ce que tu voulais faire. Alors, là, c'est la partie un peu plus technique, c'est-à-dire que j'ai plus ou moins découvert. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié de dire que j'avais aussi ici candidaté à Londres. Londres, c'était plus Ok. parce que j'étais attiré par le prestige de Imperial College Mhm. au départ, et qu'en fait, bah, l'administration m'a dit qu'il y avait plusieurs élèves, d'une part, qui s'étaient positionnés, autre que moi, et en plus de ça, que c'était un accord qui était quand même très compliqué en général à obtenir, et que en fait, j'avais plus de chances de partir ou d'être accepté si je candidatais pour le Japon, qui en plus de ça, à cette époque-là, pardon, il y avait le Covid, c'est ça aussi qui était un peu compliqué. Il y avait le Covid, le Japon était encore fermé, et les élèves qui devaient partir étaient restés en France encore. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah, Londres, en fait, il y a quand même plus de chances que je parte. Finalement, l'administration m'a dit qu'il y avait finalement plus de chances au Japon avec l'accord. Et donc voilà. Ouais, donc c'est Et quand oui, même un pardon, choix stratégique. ouais, c'est ça. C'était un choix un peu stratégique, ouais, aussi. Ok, ok, ok. Et du coup, par rapport aux cours au Japon que tu as pu Oui. suivre là-bas? Alors, les échanges que j'ai eus avec l'ancien élève n'ont pas été assez conséquents entre le moment où j'ai décidé, enfin, où je me suis vraiment investi, surtout sur ce double diplôme-là, et le moment où j'ai dû candidater. Euh, il y a dû avoir genre une semaine, un truc comme ça. Et en Ok, fait, ça m'a pas permis d'échanger assez avec lui pour savoir exactement le contenu de ce que j'allais faire, notamment qu'il y avait, contrairement aux autres doubles diplômes, un projet de recherche, en fait, un projet de master de recherche, une thèse de master, ce qu'on peut retrouver à l'université en France, par exemple, mais ce qui se fait pas trop en école d'ingé ou comme ça, en fait. ouais, Et ça, c'est quand même quelque chose qui va guider les 2 années du double diplôme au Japon, en fait. C'est quelque ouais, chose c'est qui va conséquent. suivre votre scolarité, ouais. En plus des cours, c'est quand même quelque chose de très, très important, ce projet de recherche.
Ok, ça se déroule en parallèle des cours pendant les 2 ans? C'est ça. En fait, c'est Ok. à toi de voir comment tu veux t'organiser, c'est-à-dire que tu as 10 cours à valider et tu as ce projet de recherche à valider. Et en fait, tu fais en fonction de comment tu le sens, c'est-à-dire que la plupart des élèves font comme ça, c'est-à-dire valider les 10 cours la première année et la deuxième année se focus entièrement sur le projet de recherche en ayant quand même au moins trouvé son sujet de recherche la première année. Ok, c'est ce que Mais t'as fait. il y a certains élèves qui, c'est ce que j'ai fait, ouais. Il y a certains élèves qui vont carrément se concentrer sur le premier semestre pour valider les 10 cours. Et bon, ils se mettent un peu, pas en péril, mais c'est quand même un peu technique quand même de valider les 10 cours parce que c'est des livrables qui sont pas toujours si simples que ça, selon certains cours. Et après, il faut 1 an et demi de recherche. Mais le mieux, c'est quand même d'avancer le plus possible la recherche en première année, d'aller le plus loin possible et potentiellement de faire des premières expériences, etc. Pour être pas plus léger, mais pour avoir une vraie base sur la deuxième année. Parce que si en deuxième année, vous commencez juste à avoir votre sujet, que vous allez avoir un gros moment où vous allez vous chercher, en fait, vous allez chercher ce que vraiment vous cherchez. Enfin, voilà, c'est tout un process de recherche, finalement. Ouais. Ok, donc enfin, c'est intéressant de le savoir en amont du double diplôme, donc de savoir Ouais, quoi on s'engage, et après de pouvoir tout à fait. s'organiser en conséquence. Ça Tout à marche. fait. Après, voilà, sachant que justement, moi, je m'y suis engagé en fait sans en avoir vraiment conscience de l'importance de ce projet de recherche. C'est possible. C'est-à-dire que j'ai aussi d'autres amis qui sont allés au Japon, enfin, qui venaient d'autres écoles, qui n'étaient pas venus forcément pour le projet de recherche. C'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous devez faire, mais c'est pas quelque chose qui doit absolument vous transcender. Ça peut être Mm. quelque chose que vous faites comme un autre livrable. C'est aussi quelque chose, c'est d'une part très intéressant si vous êtes intéressé par la recherche de découvrir ça, parce que c'est quand même un peu un petit. Donc moi, je vais peut-être en venir après, mais c'est un petit PhD. Mais si vous n'êtes pas intéressé forcément par la recherche, vous pouvez faire le minimum sur le projet de recherche et c'est Ouais. complètement OK. C'est un projet Ouais. de master, donc c'est pas un projet voilà, de PhD. Faut pas que ce soit un frein par rapport au choix de ce double diplôme. Exactement. C'est une expérience en plus, je trouve, parce que c'est sûr que dans d'autres doubles diplômes, vous allez potentiellement faire peut-être plus de stages, plus d'expérience en entreprise. Là, c'est plus de l'académique, plus de la vie en université et de la recherche académique. Mais c'est aussi quelque chose qu'on fait pas forcément beaucoup euh, en, en école d'ingénieur. Notamment, par contre, on le fait un peu comme en écomap, mais je pense que dans les autres départements, on le fait très peu. En Ecomap, on a une première mission, mission R&D, en fait, ça s'appelle, où en fait, on a quand même aussi un premier jet de ce que c'est que de faire un peu de la recherche, donc avec des reviews de littérature et voilà, des présentations finales. Mais ça n'a quand même rien à voir avec ce que vous allez devoir faire dans ce double diplôme-là, surtout que là, vous êtes vraiment plongé dans le côté PhD où c'est de la recherche vraiment indépendante. Vous êtes très peu encadré et ça dépend, ça va aussi beaucoup dépendre. C'est quelque chose qu'on va pouvoir évoquer aussi. Ça dépend beaucoup du choix du superviseur. Parce que vous devez choisir, du coup, en amont du double diplôme, un superviseur qui va donc vous encadrer pendant les 2 ans. Et en fait, ça dépend vraiment du superviseur. Selon les élèves et donc selon le superviseur, vous allez pouvoir avoir un superviseur qui est hyper derrière vous à vous booster pour que vous publiez un article, pour que vous fassiez des conférences internationales, en plus de valider le diplôme. Ou vous allez avoir d'autres superviseurs comme le mien qui était plutôt pas laxiste, mais qui me laissait vraiment entière responsabilité de ce que je faisais et entière voilà, liberté de ce que je faisais. Si j'avais pas envie de m'investir, il allait rien me dire. Il m'a fait OK, c'est cool, tu fais ce que tu veux. Si je m'investissais, il était quand même aussi derrière moi et il essayait de m'aider le plus possible, même si il a jamais espéré de moi, par exemple, que je publie un article scientifique ou que je fasse une conférence. Ok, ouais, je vois. Et pour se représenter un petit peu, pour toi, ça a représenté quelle charge de travail, cette master de recherche, je sais plus comment tu l'appelais. Ouais. Alors, moi, j'ai très peu mis le nez dedans dans le premier semestre de ma première année parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire. J'ai commencé vraiment à m'y mettre en deuxième semestre et en fait, c'est très irrégulier. Notamment, c'est parce que vous avez potentiellement des présentations devant tout le labo que vous avez à faire, je sais pas, une fois. À partir du deuxième semestre, ça dépend aussi beaucoup du superviseur et du labo. Mais moi, c'était une fois par mois ou une fois tous les 2 mois en deuxième semestre de première année. Et donc, en fait, pas juste avant, mais genre, vous savez que vous devez proposer quelque chose ou montrer quelque chose.
à ce moment-là. Et donc, bah, vous mettez un coup de collier, etc. Mais ça va, je sais pas trop quelle quantité de travail, mais il y a des fois, oui, je me tapais des déterres et je fais toute la semaine, je faisais que ça et je finissais tard, ouais. Mais c'est selon ce que vous voulez faire. Y a pas de, après, ça dépend du superviseur. Mais c'est pas quelque chose de, c'est pas un livrable. C'est pas quelque chose où vous aurez une note. C'est Mm. juste votre investissement. Si vous le faites pour vous, vous découvrez ou pas le domaine de la recherche. Et voilà, Donc ouais, c'est faisable, ce que tu veux c'est dire. faisable. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Mm. Il y a un mec, un pote à moi il était dans l'IA. Donc, il a fait son projet en 3 semaines à la toute fin. Voilà, où il a fait co-voyager pendant 2 ans et il avait son petit boulot à côté et voilà quoi. Ok, faut s'organiser quoi, mais faut le faire dans tous les C'est cas pour ça, éviter c'est le ça. double diplôme. Ok, je vois mieux. C'est personnel. C'est vraiment un projet personnel. Ouais, ça marche. Et du coup, bah, sinon, par rapport au cours que tu as choisi, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, savoir qu'est-ce que ça représentait, peut-être aussi par rapport au cours que tu avais pu avoir en deuxième année en Écomap? Peut-être Ouais. la question de quelqu'un bah, qui a choisi Écomap, mais qui n'a pas encore eu les cours d'Écomap et qui voudrait se projeter un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que tu as pu choisir et qu'est-ce que ça représentait un petit peu entre la France et le Japon, aussi peut-être en termes de niveau? Alors, d'une part, bon, alors les cours, je les ai choisis que en arrivant à Keio. Donc, j'ai pas choisi mes cours à l'avance. Donc, j'ai eu tous les cours d'ECMAP. Et après, je suis arrivé à Keio, j'ai fait, ah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup, en fait, ces cours-là, donc, ils sont très divers. Même si j'ai intégré en tant qu'ECOMAP, j'ai intégré en tant que double diplôme. Plus que, en fait, mon département n'est pas rentré en compte dans le choix de mes cours là-bas. Donc, je pouvais prendre ce que je voulais. Après, c'était plus le département en France qui potentiellement pouvait dire ah bah non, ça rentre pas du tout dans le cadre du double diplôme ou de ce que tu es supposé faire là-bas. Du coup, on n'est pas trop d'accord pour que tu prennes ça. Mais moi, c'était pas mon cas. Ils m'ont toujours dit oui et tout. Donc ça va de macroéconomie, à architecture, à environnement, mais des trucs aussi du coup plus écomap comme il m'en finit, simulation numérique, justement des aimants finis, de l'élasticité, la fatigue de matériaux, donc enfin, des choses plus écomap. Mais en fait, c'est encore une fois plutôt personnel et ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Comme s'il y a en gros sur les 10 cours, il y a 3 cours un peu généralistes que vous pouvez prendre et 7 cours scientifiques. Donc, ouais, toi, c'est ce que tu as fait, tu as arrangé un petit peu les choses selon ce qui Ouais, t'intéresse. moi j'ai fait un peu de tout, pas du management, mais du management système, comme ça. Ouais. J'ai vraiment découvert des choses que j'avais pas vues en écomop, plutôt. Ok, et tu étais avec des élèves qui, pareil, découvraient totalement les cours? Ah oui, le niveau, ouais. En fait, du coup, ces cours-là, donc nous, on a accès en fait qu'aux cours en anglais, dispensés en anglais. Et en fait, les Japonais vont très peu dans ces cours-là parce qu'ils sont très peu à l'aise en anglais, pour la plupart. Donc, en fait, vous vous retrouvez entre internationaux, généralement. Et c'est des petits cours, c'est des petits effectifs. Euh, et le niveau, bah, du coup, c'est le niveau d'internationaux. Donc, en fait, c'est un bon niveau. Même si les cours, par contre, eux, fluctuent plutôt entre. Ouais, le niveau de l'interlocuteur est pas toujours si évident. Et sa méthodologie est pas non plus toujours très efficace. C'est quand même en général les cours de magistraux, même s'il y a des cours où justement les livrables sont des projets de groupe. Mais en général, c'est quand même bah, des cours magistraux comme on connaît au Midales, quoi. Donc, un peu de tout, et puis ça permet de découvrir plein de choses sur plein de sujets différents qui t'intéressent. Ouais, Tu as choisi je sais pas, un programme qui était sur le site de l'école ou quelque chose comme ça, et tu as choisi un petit peu à la carte ce qui correspondait le mieux à ton c'est cursus, ça. à ce qui t'intéressait. Et après, sur les types de cours, tu as eu un petit peu de tout. Pour C'est résumer. ça. Puis après, il y en a certains qui prennent en fonction aussi de l'emploi du temps. Par exemple, ils ont envie de se libérer parce que vu que alors c'est du coup 10 cours, mais du coup, c'est 1 heure et demie. C'est 1 heure et demie le cours. Donc, en fait, si vous prenez 5 cours premier semestre, 5 cours deuxième semestre, ça vous fait, je sais plus, 10 à 12 heures la semaine de cours. Donc, en fait, même si vous focussez, enfin, si vous concentrez tous vos cours sur la première année, vous êtes quand même en général assez libre et avec beaucoup de temps libre. Donc, en fait, il y en a certains qui agencé leur emploi du temps pour avoir 4 à 5 jours de week-end. Voilà.
C'est une organisation aussi. Donc, C'est selon ça. ce qu'on peut faire. Ok, je vois. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais revoir un petit peu, rediscuter sur la partie académique, sur l'université, etc. Peut-être l'université, pour expliquer un peu le background de cette université-là. Keio, donc c'est une des écoles, une des universités au Japon les plus connues, en fait. Quand vous dites je suis Keio, tous les Japonais vont dire ah, t'es trop intelligent et tout. Même si c'est pas forcément si évident quand vous faites partie des élèves là-bas, c'est-à-dire que c'est une école privée. Et donc, en fait, au Japon, il y a environ 50% d'écoles privées, d'universités privées, 50% d'universités publiques. Et les universités privées sont pas forcément moins bonnes que les universités publiques. Alors, Keio fait partie du top 10 des universités et c'est l'une des meilleures universités au Japon, avec Waseda notamment, qui est aussi une école en partenariat avec beaucoup d'écoles françaises. Peu importe, en fait, c'est une université, donc c'est la première université privée qui a été créée au Japon, donc qui a une grosse ancienneté. Il y a 6 campus, un truc comme ça, 5 ou 6 campus. Il y a 30 000 étudiants, beaucoup d'internationaux, bien sûr. Et du coup, il y a en fait une partie des élèves qui intègrent l'université à travers un concours, comme nous, on a une sorte de concours pour les écoles d'ingénieurs, donc de tout le pays. Mais il y a aussi en fait des élèves qui sont de Tokyo et qui ont intégré l'université à partir de l'école primaire, en fait. Et ces gens-là, Ok, juste en payant, vu que c'est une université privée, ils ont pu rester, ils ont un niveau bien sûr un peu correct, ils ont pu rester dans l'université. Mais en fait, le niveau entre les gens qui intègrent à travers le concours, vu que Keio, c'est une des meilleures universités quand même dans le pays, considérée comme une des meilleures, donc avec des requis assez élevés, et les étudiants qui sont restés dans l'université depuis le début, c'est très hétérogène. Et donc, il y a des élèves avec un niveau pas catastrophique, mais pas ouf, et des étudiants très très chauds et qui se la donnent. ok, donc plein de profils différents au final. Ouais. Ouais. Et aussi un côté aussi université très américaine. C'est-à-dire que déjà, oui, je sais pas, aux États-Unis, ça se fait en 4 ans, je pense, hein, aussi. Mais le bachelor, pardon. Ouais. Mais par exemple, les clubs et associations, surtout du coup, il y a des clubs et associations, c'est deux choses différentes. Et les clubs, c'est des trucs où en fait, vous faites que ça. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez une ou deux practices, si c'est du sport, notamment. Et en fait, c'est toute votre vie étudiante se rédige ou se fait selon les différentes échéances du club, en fait. Les échéances, je sais pas, ça peut être sportives ou artistiques. Et en fait, ils font que ça pendant 4 ans. Donc, il y a des étudiants, justement, qui étudient pas beaucoup, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs. Et en fait, à la fin de l'université, ils intègrent leur entreprise. Et en fait, ils vont arrêter presque drastiquement, complètement cette activité extrascolaire, en fait. Voilà. Ok. Donc c'est possible Et aussi ça, pour des c'est étudiants internationaux ou c'est seulement les Japonais? c'est possible, mais du coup, avec ah, non, mince, pardon, les requirements, les Les requis requis du diplôme, c'est un peu plus technique parce que vous pouvez pas être aussi investis. engagé ou investi dans ce truc-là. Parce que, Ok. ouais, par exemple, si vous avez une conférence ou si vous avez, je sais pas, n'importe quoi, une présentation un peu importante, ben, il faut quand même pouvoir vous libérer 1 à 2 semaines avant pour être à fond, quoi. Et eux, c'est vraiment tous les jours. Mais du coup, moi, j'ai fait quand même partie du club triathlon, ce qui était quand même. Eux, c'est des malades, c'est des gros malades, c'est des gros, gros, gros malades. Mais vu que c'est du triathlon et que c'est pas une équipe, ça me permettait en fait, de mettre en pause un peu cette partie-là quand j'en avais besoin et, de la mettre à fond quand j'en avais envie. Voilà. Ok. Donc ouais, t'as quand même pu t'investir dans un club, une asso sportive, mais Ouais, t'as pu t'organiser aussi toi comme tu voulais, comme tu pouvais selon tes cours et le sport à c'est côté. ça. C'est ça. Et après aussi, ce qui est un peu technique, c'est quand même l'utilisation du japonais. Où moi, je suis parti avec zéro background. Et en fait, là-bas, si vous parlez pas japonais, la plupart des clubs vous diront non, en fait, parce qu'il faut parler. Si c'est une équipe, par exemple, si tu convoies le japonais, tu convoies les consignes du type du coach, quoi. C'est un peu technique. Moi, c'était justement ça aussi le triathlon. C'était, en fait, il n'y a pas grand-chose à savoir. Enfin, il n'y a pas grand-chose à Il y a intégrer mon- dans les consignes.
Et en plus de ça, je vais impacter personne si je n'ai pas compris ce qui se passe. Ouais, effectivement. Et justement, bah, sur le japonais, tu peux nous en dire plus un peu? Bah, quel est ton niveau actuel là après 2 ans au Japon? Parce que bah, j'imagine que tu as progressé, mais comment tu as fait si tu dis que tu es parti de zéro? Ouais, alors, pas malheureusement et heureusement pour moi, j'ai été pris par autre chose. Là, en fait, vu que j'ai candidaté quand même en début de deuxième année, j'aurais eu potentiellement un an pour commencer le japonais, en fait. Parce que moi, de base, je voulais, en arrivant au Mindalais, je voulais soit commencer l'italien, soit commencer le japonais. On nous a dit malheureusement qu'avec le Covid, on devrait garder notre LV2. Donc j'ai dû continuer avec l'espagnol. Mais c'était quelque chose que quand même je voulais faire en fait depuis longtemps. Donc en fait finalement il y avait cette envie de peut-être aller au Japon un jour qui était en moi, mais je m'en étais pas rendu compte. Et donc j'avais un an pour faire du japonais, mais le fait est que je savais pas vraiment si j'allais partir parce que avec le Covid, avec d'autres choses cette année-là, j'étais pas sûr que j'allais être pris. Et j'avais beaucoup d'autres activités à travers l'école des Mindales, les associations et tout, que du coup, je ne me suis pas concentré forcément sur le japonais. C'était pas une de mes priorités. En plus de ça, j'ai fait mon stage de deuxième année, j'en reviens en Autriche. Du coup, parler allemand. Donc, finalement, au moment où en stage, j'aurais pu avoir du temps un peu pour moi, ben en fait, je passais mon temps à faire un peu en Erasmus en plus. Donc, je passais mon temps à faire des trucs un peu d'Erasmus boy. Et en plus de ça, j'avais plus l'allemand dans la tête que le japonais. Donc, finalement, j'ai commencé le japonais au Japon à travers, premièrement, du coup, des cours qui étaient dispensés par l'université. Donc, il y a un cours ou deux par semaine, ce qui n'est pas beaucoup. Et en fait, malheureusement, ces cours-là sont des cours pour un peu de travailler au Japon où c'est pas des cours en fait qui vous apprennent à parler le japonais courant. Il y a vraiment dans le japonais des niveaux de politesse très différents et des niveaux de langage très différents. Euh, donc dans un supermarché, on va vous parler d'une certaine façon. À l'école, enfin à l'école avec les professeurs, ils vont vous parler d'une certaine façon, qui sont de façons différentes. Et au sein d'un groupe de potes que vous venez de rencontrer, ils vont parler d'une certaine façon. Et au moment où tu es très très pote avec quelqu'un, ça va être encore une autre façon. Il y a plein de niveaux de langage différents, ce qui est une des grosses difficultés du japonais en général. Et en fait, les cours qui étaient dispensés par l'université, même si moi ça m'a mis le pied à l'étrier, au moins, c'était pas quelque chose qui allait forcément me permettre de parler avec les gens de mon club, par exemple. Donc, j'ai quand même, justement, le premier semestre, j'ai beaucoup bossé personnellement dessus, où j'ai travaillé tous les jours sur mon vocabulaire, sur la grammaire, etc. Même si c'était pas forcément le bon langage, j'apprenais quand même du vocabulaire qui allait potentiellement être utile. Deuxième semestre, j'ai été plus pris par la recherche et du coup, j'avais encore des cours. Donc, mon japonais, il y a eu un peu un plateau en termes d'investissement. Et en plus de ça, c'est un peu technique, mais à cause du Covid, il y avait eu des différences d'organisation dans les cours. Donc, j'ai pas pu suivre les bons cours à la suite des autres, etc. Bref, c'était un peu technique. Et deuxième année, j'ai repris à fond le japonais. J'ai essayé de trouver pareil des méthodes. En fait, j'avais jamais appris une langue pour apprendre une langue. J'avais toujours appris une langue parce qu'on devait apprendre une langue à l'école, en fait. Mais une langue par moi-même, j'avais jamais appris ou j'avais jamais compris comment faire. Et en fait, cette année-là, surtout la deuxième année-là, c'est un peu la découverte de comment apprendre une langue, surtout une langue comme le japonais. Et en fait, ça m'a pris un an et là, je commence à avoir un bon niveau parce que j'ai beaucoup donné cette deuxième année un bon niveau. Un niveau où je peux me permettre de parler en japonais et de me faire comprendre. Mais c'est pas un niveau où je suis fluide en japonais. Loin de là. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Mais j'ai Ok, un peu donc l'impression de partir du Japon. Ouais, pardon. J'ai un peu l'impression de partir du Japon au moment où je comprends vraiment ma méthodologie ou au moment où je commence vraiment à progresser, en fait. Mais ouais, c'est comme ça. ok. Bon, c'est aussi rassurant de se dire que c'est possible, en partant de zéro, de s'intégrer à un pays, une langue qu'on connaît pas du tout, et au bout de 2 ans, d'enfin réussir quand même, et d'avoir progressé là-dessus. Ouais, vraiment. C'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant et c'est vraiment hyper ouais, rewarding. Genre, on se dit vraiment que tout est possible et que, surtout après avoir fait ça, que n'importe quelle langue est accessible. Quand on Oui, a vu la différence qu'il y avait entre le japonais et les autres langues qu'on avait apprises avant, les difficultés que ça nous a mis à travailler,
c'est fascinant comment on se dit, je vous jure, maintenant je me dis vraiment que je vous jure. Je te jure que j'ai l'impression de pouvoir apprendre n'importe quelle langue. Sinon, par rapport à l'immigration et le processus administratif, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je garde en tête que c'était un peu les années Covid, donc peut-être un peu plus compliqué. Mais si tu peux nous refaire une petite timeline du moment où tu as enfin, du moment où tu as demandé ce double diplôme-là jusqu'au moment où tu es arrivé au Japon sans aucun souci Hmm. administratif. Tu peux nous refaire un petit peu un récap de tout ce qu'il Sans faut faire. souci administratif, je ne sais pas si c'est le cas, mais alors, donc d'une part, vous allez devoir candidater à l'IMT, en fait, si vous allez devoir proposer votre candidature aux IMT. Donc là, il y aura, donc, en fait, c'est pour ça que moi, c'était potentiellement plus faisable pour ce double diplôme-là, c'est que même au sein des IMT, j'étais bien classé, en fait, pour avoir ce double diplôme. Donc, il y a 10 places pour toutes les IMT. Et en fonction de ce que vous dit la responsable des SEO, voilà, vous pouvez savoir un peu où vous vous placez. Donc ensuite, en novembre, décembre, malheureusement, ça arrive même déjà un peu tard, ça. Vous recevez enfin juste la confirmation que les IMT ont accepté votre candidature et que vous êtes retenu. Et en fait, en avril, vous allez devoir, pour de vrai, candidater pour après ça, candidater pour le KEIO. Donc, en rédigeant votre dossier de candidature, qui n'est pas forcément quelque chose de très compliqué, juste en ayant une référence d'un dossier d'un ancien élève, c'est clairement faisable et clairement accessible et presque facile. Juste, voilà, il faut savoir, c'est sûr que si vous y plongez dedans avec aucune référence, ça peut vous perdre, vous pouvez avoir un peu peur de ce qui est vraiment demandé, etc., à travers les documents. Mais sinon, il n'y a rien d'infaisable du tout. Euh, c'est tout pour ça. Pareil pour l'immigration, ouais, pardon. L'immigration, après, après avoir candidaté à cette université Keio, elle va vous envoyer une sorte de document spécial qui va vous permettre d'obtenir le visa pour 2 ans, donc un visa étudiant. Là, donc en fait, ce document-là, moi, il y a eu un petit incident, mais en général, c'est pas le cas. C'est un document qui arrive sous 2 semaines. Et faut juste amener ce document à l'ambassade. L'ambassade va le recevoir, va vous rédiger votre visa et elle va vous envoyer un mail quand votre visa sera prêt, comme pour plein d'autres SEO. Et après, c'est parti. Moi, c'est sûr, le plus compliqué, c'était qu'il y avait moins de références d'élèves qui étaient partis et surtout de ce truc de visa. Et que leur visa, eux, il avait été différent du mien parce que ils n'étaient pas partis directement et que du coup, ils avaient dû, voilà, bref, avec le Covid. Mais voilà, il n'y avait pas eu de gros incidents majeurs, à part le fait que du coup, moi, mon courrier que l'université de Keio a envoyé s'est perdu dans la nature en France. Donc pendant un mois, je ne savais pas si ce document allait être retrouvé ou pas. Et en fait, c'est un document qui est unique. Du coup, c'était un peu la panique. Mais ça l'a fait. Donc il y a vraiment aucune panique à avoir et aucun complexe à avoir sur le fait de rédiger que ce soit le document de candidature ou la partie administrative, c'est quelque chose de même avec incident, ça se fait, la preuve. Euh, et après, voilà, vous êtes arrivé au Japon, c'est parti. En termes de papier au Japon, c'est assez simple. J'allais pouvoir revenir un peu sur la vie quotidienne justement parce que ça commence par faire certaines démarches administratives et notamment il y a une ancienne élève moi je suis arrivé juste au moment où elle avait fini de rédiger, mais il y a un document qui existe maintenant où tout est pas enregistré, mais écrit, ce que vous avez à faire à partir du moment où vous arrivez au Japon, jusqu'à ce que toutes les parties administratives, donc renseigner votre présence au Japon, à la mairie, faire le forfait mobile, quoi d'autre, l'assurance maladie, tout ça, c'est renseigné dans un document qu'on peut vous transmettre, que les anciens peuvent vous transmettre. Euh, et il n'y a rien de non plus extraordinaire, même si c'est quand même plus simple si vous parlez un petit peu japonais ou que vous avez un copain qui parle japonais. Moi, par exemple, j'avais pas ce document-là, mais je me suis fait complètement guider. Je suis arrivé, il y a aussi ça qu'on va peut-être aborder, mais je suis dans un dortoir, parce que Keio propose des dortoirs à tous les étudiants étrangers, il me semble, dès le départ. Par contre, ce dortoir-là, ça ne sera valable que pour un an. C'est qu'un an de contrat, et donc pour la deuxième année, c'est à vous de vous démerder pour trouver un logement. Bref, cette première année, je suis arrivé à ce dortoir. Donc, j'ai rencontré des internationaux. Ils avaient aussi besoin de tous faire ces démarches-là. Donc, en fait, on s'y est tous mis ensemble et c'est pas quelque chose qui était forcément très dur parce que justement, on est en groupe.
et que voilà, on suit le process et que ça se fait. C'est quand J'ai même oublié un point, mais du coup que j'avais bien. déjà abordé un peu auparavant, c'est la période de décembre à avril, vous devez trouver votre superviseur. Du coup, c'est une des conditions de la candidature enfin, du dossier, en fait. C'est une des pièces du dossier, c'est avoir l'aval d'un des superviseurs de PIO. Et en fait, ça, pareil, ça, j'ai pas été trop encadré dans la recherche du superviseur, même si j'aurais peut-être potentiellement plus dû demander des conseils ou quoi aux anciens élèves. C'est sans doute ma faute, mais j'aurais conseillé du coup aux futurs élèves de essayer d'organiser des réunions de vive voix avec ces superviseurs-là pour avoir un aperçu de qui ils sont, essayer de poser des questions un peu pas techniques, mais un peu pas piégeuses non plus. Mais en fait, votre superviseur va vraiment définir la façon dont vous allez vous comporter ou ce que vous allez vivre pendant 2 ans, parce que c'est quand même, si vous devez être à fond sur le projet de recherche ou si vous êtes très libre de faire ce que vous voulez, c'est quand même deux vies très différentes. Donc, en fait, c'est l'un des points les plus importants de votre expérience et du double diplôme, c'est le choix du superviseur. Ok, qui se fait du coup, comme tu dis, entre décembre et avril, avant d'avoir C'est la ça, lettre d'acceptation de l'université. exactement. Et ils parlent bien anglais, les superviseurs? Ben, ça dépend. C'est aussi un Ouais. truc à tester pendant la réunion. C'est-à-dire que le mien, par exemple, il n'a jamais été très à l'aise en anglais. Et ça a été un des trucs où, en fait, ben, certains trucs, il me demandait de le demander à d'autres élèves. Parce qu'il n'était pas forcément capable de m'expliquer, qu'il n'était pas très à l'aise potentiellement à l'expliquer. Il préférait que d'autres élèves le fassent. Et il y a certains superviseurs qui ne parlent pas du tout anglais. C'est possible. Ok, donc vaut mieux être au courant et puis Ouais, trouver ça en amont. Il y a une liste ou des... Enfin, comment tu trouves les professeurs, enfin, les superviseurs? ouais. Ça, c'est guidé. C'est du coup, comme il y a sur le site de Keio, même si c'est pas si facile à trouver, il y a la liste des cours, des potentiels cours que vous allez pouvoir suivre. Donc, il y a une liste complète de tous ces cours-là. Et en plus de ça, il y a un lien vers tous les superviseurs auxquels vous pouvez que vous pouvez candidater, que vous pouvez contacter, pardon, dans le cadre du double diplôme. Ok, bon, ça va. C'est un peu guidé quand même. Vous n'êtes Ouais, pas oui, vous pouvez mettre perdu. des mots-clés, genre, je sais pas, pour renseigner un peu votre département, enfin, à travers les mots-clés, et vous pouvez trouver des superviseurs qui se rapprochent un peu de ça, et ensuite, vous faites des petites investigations sur leur laboratoire, et vous pouvez savoir un peu ce qu'ils font, et les gens. Moi, j'avais carrément contacté un ancien élève de ce superviseur-là, pour savoir comment ça se passait dans ce labo-là, ce qu'il avait fait, comment ça se passait. Ok, ouais, ça peut être intéressant pour être sûr Ouais, du personnage. mm, Ok, exactement. ça roule. Bah, du coup, tu parlais un petit peu de logement. Je veux bien que tu reviennes Oui. dessus. Donc, 1 an de dortoir qui est, entre guillemets, fourni par l'université. Et après, comment ça se passe? Où est-ce que tu as vécu pendant 1 an? Ouais, alors, d'une part, il y a ce truc-là de dortoir, mais il y a aussi, en fait, donc les centraliens, eux, ils viennent en masse. Ils sont beaucoup plus que les gens des mines, des IMT à venir. Et donc, en fait, notamment Centrale Nantes et Centrale Lyon-Paris, ils ont des colloques qui se passent entre années, en fait, au Japon, parce que c'est pas facile du tout en tant qu'étranger. Alors, c'est une horreur de trouver un logement, en fait, et de souscrire un contrat, surtout de coloc. En tant qu'étranger, c'est presque mission impossible si tu viens juste d'arriver. Donc en fait, ça a été fait par des anciens élèves et maintenant ils se les passent entre eux, etc. Et donc il y a cette possibilité-là de rester 2 ans dans une coloc entre internationaux ou entre français. Et sinon, il y a l'option que Keio propose au début, c'est 1 an en dortoir et après c'est vous qui vous débrouillez. Donc ça peut partir après sur un an en logement individuel ou ça peut partir sur ben moi j'ai trouvé une share house, une grande maison partagée où on est 200. Parce que bon, Tokyo, c'est grand et donc les logements à Tokyo, ben, quand c'est share house, c'est aussi immense. Et du coup, c'est une share house où en fait, il y a principalement que des Japonais. Il y avait moi, en fait, en étranger, une amie qui est venue avec moi au moment où j'ai emménagé, et un autre ami qui a emménagé avec moi, et peut-être deux autres étrangers, mais qui parlent eux japonais, etc. Et c'est tout. C'est-à-dire que parmi 200 personnes, il y a 4 étrangers, quoi. Ok, Donc, et c'était quand comment même ça s'est fait? une immersion ouais, totalement différente. euh, de être en coloc, par exemple. Mais c'est un choix de vie, enfin, un choix de vie, c'est une expérience totalement différente, ça n'a rien à voir. Et c'était comment, moi, je saurais pas trop expliquer comment c'était juste, c'était intense. C'est pas facile parce que c'est des gens, du coup, qui sont quand même, pour la plupart, très, très différents de vous, qui ont des façons de se comporter ou des façons d'agir en tant qu'amis. Les friendships, les amitiés sont des choses vues totalement différemment.
Et ça peut mener à des troubles sociaux. Mais ça l'a fait. Ok. Mais enfin, tu dis que du coup, c'est une maison partagée de 200 places. C'est quoi, t'as ta Ouais, propre chambre et après tu partages la cuisine, les salles de bain. c'est ça. En fait, à part la chambre, moi, c'est une maison partagée, mais ça peut être différent dans d'autres maisons où justement vous avez peut-être une salle de bain. Parce que moi, par contre, mon dortoir était assez sympa. C'était une chambre et t'as la douche, t'as la machine à laver et les toilettes dans la chambre. Enfin, c'est une sorte de mini-studio en fait. Ok. Et par contre, on avait une cuisine, enfin, non, j'avais pas de cuisine. Par contre, moi, j'avais une cafétéria qui était comprise dans mon loyer. D'ailleurs, mon loyer, oui, c'était environ 500 euros environ. Parce que Ok. moi, j'avais aussi, c'était un des moins cher, donc en fait, j'avais la cuisine, enfin, pardon, la cafétéria comprise dans mon loyer. Donc, matin et soir, je pouvais manger gratuitement, en fait. Ok. Bon, tu payais, mais c'était inclus dedans. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Et du coup, bon, ça menait aussi à des comportements un peu, pas toxiques, mais antiproductifs ou frustrants. C'est-à-dire que je sais que je paye, du coup, j'ai envie de manger dans cette cafétéria plutôt que d'aller manger avec des potes qui vont du coup manger à l'extérieur et qui vont payer un supplément. C'est comme si moi, je payais deux fois la nourriture, du coup. Mais ouais, bref. C'était quand même l'un des moins chers en soi. Et du coup, 500 euros, ouais. Et là, mon logement ici, du coup, c'est une chambre et tout le reste, c'est partagé. Les toilettes sont partagées, la douche est partagée, la kitchen est partagée, mais tout est aussi entretenu, très bien entretenu. Tout est très, très propre et du coup, c'est impeccable pour manger, pour se faire à manger. C'est trop bien parce que tu as tous les jours envie de. Enfin, moi, perso, de base, j'avais une tendance aussi à beaucoup me faire à manger à l'aise, notamment. Mais tu as trop envie de cuisiner des trucs de ouf parce que tu as aussi beaucoup d'équipements, c'est hyper propre, enfin voilà. Donc, toi, ça te convenait Et comme ça. ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, c'était un mode de vie qui me convenait beaucoup. Et du coup, le loyer était par contre plus cher. Mais aussi parce que c'est carrément une share house de luxe, c'est-à-dire qu'on a un cinéma. Là, je vous parle, je suis dans la librairie. Bon, vous verrez pas dans le podcast, mais je suis dans une librairie. Il y a aussi un studio de danse. Quoi d'autre? Il y a un rooftop. Il y a plein de choses, quoi. Il y a des bains aussi, des trucs masseurs et tout. Enfin, ouais, c'est un peu un truc de luxe. C'est pas un truc de luxe non plus. Mais c'est un truc sympa. Haut de Et gamme, ouais. c'est haut de gamme, ouais, c'est ça. Et c'est peut-être plus 600 euros, 650 euros. Ok, ça roule. Et mais du coup, bah, tu parles un peu de d'argent, si ça te dérange pas d'en parler. Je suis Enfin, très est-ce que mal à tu as l'aise. est-ce que tu as eu droit à des bourses en partant? Enfin, comment ça s'est passé? Comment tu gères ton budget même au quotidien? Qu'est-ce que ça représente par rapport à la France? Est-ce que tu as peut-être un job étudiant ou comment tu Hmm. t'organises? Alors, pour le budget, il faudrait partir, je pense, pour tous les élèves. Enfin, qu'importe l'élève, je pense qu'en général, comme sa facture du mois, ça sera environ 1000 euros à travers ouais, le logement, la nourriture, les frais auxiliaires comme le forfait mobile, l'assurance maladie, tout ça. Ça fait un environ 1000 euros, je pense. Moi, j'avais du coup mes parents qui m'ont beaucoup aidé financièrement. J'ai eu du coup trois bourses, non, quatre bourses en tout. J'ai eu la bourse IMT, j'ai eu une bourse Occitanie, j'ai eu une autre bourse de Paris, Mine Paris, c'est une sorte de concours où j'ai eu un prix. Et en plus de ça, Keio propose plusieurs bourses, notamment une qui est presque accessible à tous les nouveaux étudiants. Donc c'est quand vous arrivez à l'université, il faut. Ça, c'est aussi un truc je crois, est répertorié dans le document administratif un peu là, dont je vous ai parlé plus tôt. Il y a une bourse de 6 mois qui vous donne environ 300 à 400 euros par mois pendant 6 mois. Et une autre bourse qui peut se faire à partir de la première année, je pense, surtout, où en fait, il faut l'aval du superviseur. En fait, c'est un peu au mérite, c'est une bourse au mérite. Si vous avez vraiment montré beaucoup d'implication et que votre superviseur il vous recommande, vous pouvez obtenir une bourse qui, là, va durer plus d'un an, je pense. Et c'est un montant unique, mais après que vous pouvez diviser en 10 à 12 mois. Et en Ok, plus de ça, j'avais ouais, un job étudiant à côté, je donnais des cours à des Français, en fait, parce qu'il y a un lycée français, bien sûr, à Tokyo. Et bah, en fait, les gens, ils ont un peu de sous, voilà, dans ce genre de lycée. Et du coup, ça payait très bien. J'ai réussi à trouver des contacts. Ça, c'était le plus dur. C'est trouver des contacts, des élèves. Et du coup, il y a aussi le fait qu'ils habitent souvent à Tokyo. Et je vous l'ai pas dit, mais ce campus de Yagami, qui est donc le campus des sciences, lui, il n'est pas forcément à Tokyo même. Il est à environ
ça varie en fait, ça dépend des trains parce qu'ici, c'est une sacrée affaire les trains. Mais entre 30 et 45 minutes du Shibuya, par exemple, que vous connaissez peut-être. Et du coup, bah, eux, s'ils sont quelque part à Tokyo, bah, ça vous prend peut-être 1 heure à 1 heure et demie pour aller chez eux. Donc après, il y a bien sûr le transport qui est un peu technique. Mais en fait, bon, bah, 1 heure, 1 heure et demie, en fait, quand on habite à Tokyo, c'est pas rien, mais c'est relatif. C'est pas, je sais pas comment dire, mais en France, si on a 1 heure, 1 heure et demie de transport, c'est énorme. À Tokyo, c'est quelque chose de normal tous les jours. Ok, Voilà. donc, faut le faire. Et donc, ouais, et donc je pense que je faisais environ 300 à 400 euros par mois. Bon, du coup, j'ai pas, mince, comment on appelle ça? J'ai pas déclaré ces montants-là. D'accord. Ah oui. Je dis là. Voilà, j'étais pas déclaré parce que j'étais en plus payé à Tokyo, etc. Et du coup, voilà, c'était un bon montant par mois, quoi. Ouais. Donc ça t'a permis bah, de vivre correctement, de payer Ouais, tes impôts et de ouais, faire des parce que du coup, activités aussi en plus. c'est ça, des petits voyages, de faire des trucs toutes les semaines que j'avais envie de faire. Vraiment, j'ai vécu une vie très agréable, j'ai l'impression, en termes de qualité de vie. Genre, même en termes de bouffe et tout, en termes, pardon, de nourriture que j'achetais, franchement, c'est pas de la nourriture de mauvaise qualité. Je vivais pas forcément comme un étudiant, comme je vivais potentiellement un peu plus à l'aise, quoi. Je vivais avec un confort de vie, en tout cas, que je trouve très agréable, Ouais. qui est relatif, mais très agréable. Ok, ouais, je vois. Du coup, ouais, ton expérience au final de 2 ans au Japon, tu dis que tu as une bonne qualité de vie, tu as pu faire plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as aimées, que tu recommandes si on vient au Japon? Euh, Même des voyages, hein. De voyage, moi j'avoue que j'ai pas énormément voyagé, même si j'ai beaucoup voyagé. Enfin, c'est fou à dire ça, mais par rapport bah, celui qui a fait son projet de recherche en 3 semaines, ça n'a rien à voir les voyages que j'ai fait par rapport à lui. Lui, chaque semaine, il était en vadrouille. Mais je me suis éclaté. Enfin, j'ai aussi fait aussi moi mon club de triathlon qui me prenait beaucoup et du coup, quand des potes partaient en voyage, moi, ben, je savais que je voulais rester la semaine parce que je voulais bosser dans mon club. Enfin, je voulais faire tous les entraînements. J'avais des compètes, etc. Et même si j'ai pas vraiment pris très au sérieux les compètes, hein, je me suis jamais mis dans l'idée que j'allais devenir champion du monde de triathlon. Mais j'avais quand même envie de finir le process, de faire tout entièrement avec ce club-là, de faire partie du club à fond. Parce que dans ces clubs-là aussi, en plus d'être étranger, ben, si vous faites souvent des entraînements, ben, c'est pas que les gens vont pas vous oublier, mais faites pas partie du truc, quoi. Donc ça, j'ai voulu vraiment. Ça, ouais, ce serait un des conseils que je donnerais, c'est pas absolument, mais essayer de trouver quelque chose qui vous permet de vivre avec eux et de montrer aussi que les étrangers, c'est pas des gens de passage, que nous sommes curieux et qu'ils devraient être curieux de nous et que ça va être un échange, ça va pas être juste ah, je prends ce que j'ai envie de prendre. Et je me vois, moi, c'était très frustrant, notamment justement ce club-là, parce que d'une part, je savais pas très bien parler japonais. Et en plus de ça, parce que ouais, ils m'ont pas forcément montré beaucoup d'attention, beaucoup D'intérêt. d'amitié, alors Ouais. que j'avais l'impression de donner beaucoup, par exemple. Ouais. Et c'est important de montrer qu'on est capable d'échanger, de s'intégrer à une nouvelle culture. Ouais, ouais, et qu'on fait des efforts et qu'on n'est pas juste voilà, des touristes, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de. Quand on est dans la perspective de rester 4 à 6 mois, on fait quand même du coup ouais, beaucoup de voyages. Moi, c'est ce que j'ai fait surtout parce que j'étais en dortoir avec des gens qui étaient ici 6 mois. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de choses sur le premier semestre où un peu comme eux, quoi. Je visitais beaucoup, ce qui est normal quand tu es sur une durée plus courte. Voilà, tu profites ou tu essayes de vivre le plus de choses possible en un temps limité. Moi, j'ai dû, après ça, construire une vie. En 2 ans, il faut construire une vie, il faut construire des habitudes, il faut construire des amitiés, faut pas juste rester dans son coin. Ou en tout cas, moi, je voulais pas rester juste parmi les internationaux ou parmi les Français du coin au Japon. Et même le choix de la résidence, c'était aussi un côté bah, je me mets à l'épreuve aussi en essayant voilà, de vivre avec que des Japonais qui travaillent en plus, parce que le travail au Japon, c'est encore un truc un peu technique. Mais ouais, voilà, je voulais juste vivre des amitiés, des vraies amitiés, pas juste des amitiés. Ah ouais, salut, ça va, comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie? Ah super, ton double diplôme. Ah ben on se reverra peut-être en France, enfin, des trucs comme ça, quoi. J'avais envie de vivre un truc intense.
Ouais, plus profond et plus vrai, Ouais, aussi, plus authentique. ouais, c'est ça. Profiter de cette expérience de 2 ans quand même pour s'intégrer correctement. Mm. Exactement. Et ouais, tu considères avoir réussi ça là au bout de 2 ans? Mais après, tu sais, on peut pas quantifier la réussite d'une expérience comme ça parce que c'est quelque chose d'une part, c'est totalement subjectif. Mais par contre, c'est pour ça que je fais aussi cet échange et que j'avais envie de faire cet échange aujourd'hui, c'est que je suis, je suis chamboulé par l'idée que enfin, je suis chamboulé par la différence que je constate en moi sur avant de partir et après de partir. Après, c'est sûr qu'on est dans la vingtaine et en 2 ans, c'est sûr que tout le monde change drastiquement. Mais je sais pas, à travers aussi, il y a un prisme qui est hyper intéressant, c'est le prisme des critères sociaux ou des schémas sociaux qu'on s'impose en France notamment, par l'éducation, par la famille, par tout ça, par les amitiés et tout. En fait, en arrivant ici, bon, bien sûr, au début, ça l'a pas forcément fait, mais au fur et à mesure, j'ai développé un je m'en fous de la vie des gens. Mais en fait, exacerbé, c'est-à-dire que en fait, je sais de base, vu que bon, ça, c'est encore aussi un point qu'on pourrait aborder un peu plus longuement, mais le côté un peu intolérance des Japonais, pour pas dire racisme, euh, il est quand même assez fort. On ressent pas comme, je pense, des gens qui ressentent le racisme en France, mais c'est quand même un racisme où, bah, en tant que blanc, par exemple, on n'a jamais vécu le racisme de nos vies. Et du coup, on arrive ici, on se sent un peu comme une merde parce qu'on est jugé sur notre couleur de peau et pas forcément sur ce qu'on est. Et donc, en fait, de base, j'ai développé un truc en fait, je m'en fous de ce qu'ils vont penser parce que de base, ils vont penser que je suis quelqu'un de différent, quelqu'un de complètement différent de eux et potentiellement un peu dans le point négatif. Donc, en fait, peu importe ce que je fais ou peu importe ce que je pense, ils vont penser un peu de moi négativement, en fait. Donc, j'ai développé un truc bah, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre, sans forcément, bien sûr, être rude ou genre, impoli Mhm. négatif ou nauséabond envers les autres, mais juste, je vis ma vie comme je l'entends, avec comment j'ai envie d'être avec les gens, je suis pas là à m'autocritiquer ou à me frustrer sur ah, est-ce que j'aurais dû être plus comme ça, j'aurais dû dire ça plus comme ça, j'aurais dû demander ou je dois pas répondre à ce message-là parce que non, j'en ai rien à foutre. Je vis comme j'ai envie de vivre. Et ça, c'était un truc de taré, je trouve, au Japon, que j'ai pas développé, mais que j'ai ressenti. Et je Ouais. ressens aussi le truc dès que je me retrouve avec des Français, je reprends ce genre d'habitude de faire des mauvais schémas dans ma tête et tout comme ça. Donc tu sens que tu as évolué toi personnellement grâce à cet Ouais, échange. ah, ouais, vraiment, Trop vraiment, bien. vraiment. Et c'est aussi le côté avoir beaucoup. On a parlé hein, d'avoir quand même très peu de cours par rapport au Mindales, par exemple, ou une école d'ingénieur. Ça vous laisse tellement de temps pour réfléchir à ce que vous êtes, à, je sais pas comment dire, mais à juste prendre le temps de se poser. Et c'est même pas de réfléchir à ce que vous êtes, mais juste, il y a plein d'idées vous allez être assujetti à plein d'idées en même temps. Et parce que vous avez du temps libre, vous êtes, je sais pas, démuni. Vous avez, comment dire, vous avez rien à faire forcément ou rien à accomplir. Vous êtes juste là à exister et à essayer de comprendre pourquoi vous existez et ce que vous avez envie de faire de votre existence. Et c'est hyper intéressant. Et je trouve que l'éducation en France que moi j'ai eue, en tout cas à travers la prépa et l'école d'ingénieur, ne me permettait pas ça. Ouais. Et c'est peut-être là aussi, enfin ça joue aussi avec l'âge, je pense, cette transition entre Oui, les études et la vie active. Je pense qu'il y a ouais. une période qui est assez chamboulante en termes de questions. On se pose plein de Mm, questions, on sort de l'école, on ne sait plus quoi faire le soir parce qu'on a plein de temps de libre. Et ouais, c'est mm, vrai que c'est une période pas forcément le plus facile à vivre. J'aimerais bien en parler un peu plus dans des podcasts, dans d'autres choses comme ça, mais c'est vrai que bon, là, il faut plus cibler sur les cours parce que c'est les choses qui intéressent. Mais il y a énormément de questions qu'on se pose et on se rend compte de plein de choses après l'école. On a vécu ouais. 2, 3, 4, 5 années hyper intenses. Et là, on se rend compte que c'est aussi cette transition, enfin, ça nous apprend à faire cette transition vers la vie professionnelle. Et on se rend compte qu'il y a encore plein d'autres choses à vivre une fois qu'on n'est plus étudiant, quoi. Mm, exactement. Après, du coup, moi, Et j'ai décidé de rester étudiant. Je commençais du coup un doctorat ok, après ouais, ça. j'allais te Parce demander que, justement ce que tu comptais faire après cette expérience-là. et ouais, je suis bon en transition. Hein. Du coup, ouais, je vais partir sur un doctorat où je reviens en France pour des raisons un peu personnelles aussi.
Parce qu'en fait, d'une part, le goût de la recherche, ça m'a quand même, ça m'a donné, ouais, ça m'a donné quelque chose de très bon dans la bouche, de quelque chose de beaucoup de liberté en fait, beaucoup d'autonomie, de liberté, pas vraiment de. Bien sûr, on a un superviseur, on a un boss, mais en tant que, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine la vie de doctorant. C'est pas forcément lui qui va nous dire comment on doit se comporter, comment ce qu'on doit faire exactement. C'est à nous en fonction des requis qu'on a à la fin de l'expérience du coup de PhD qu'on doit définir comment on va s'y prendre. Et ça, j'ai beaucoup aimé avec ce master. C'est vraiment, tu te débrouilles. C'est à toi de définir comment tu aimes procéder, comment tu aimes faire. Personne ne va te dire comment faire. Si tu fais les choses pas bien, c'est pas grave. Ça arrive de faire les choses pas bien. C'est comme ça, juste apprends que potentiellement c'était pas forcément la meilleure façon de le faire et essaie de le faire mieux la prochaine fois. Et ça, je kiffe le fait qu'on soit pas jugé pour le résultat, mais qu'on soit jugé pour la façon dont on le fait. Mm. Et c'est pour ça que je voulais continuer à faire du coup, un doctorat. Ouais. Ouais, au final, ce master dans lequel tu t'es lancé sans trop savoir que ça allait enfin, être un peu de la recherche, Exactement, ça t'a donné un avant-goût et ça t'a intéressé et tu repars là-dedans après. exactement. Ça t'a apporté Ouais, aussi. ouais, 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 de ouf, de ouf. Donc à suivre en France après le retour. Ouais, c'est ça. Ok. Et sinon, tu te verrais vivre, enfin travailler ou vivre au Japon si jamais tu t'y retournes? Euh, Alors j'aimerais bien potentiellement y retourner d'une part parce que voilà, je me suis investi dans la langue, je me suis investi dans mes amitiés ici et que j'aime les gens à Tokyo. En général, j'ai quand même aussi beaucoup aimé ma vie à Tokyo, même si j'ai envie de découvrir aussi d'autres pays et d'autres façons de vivre et au-delà de voyager, j'ai envie de vraiment de vivre dans d'autres pays. Euh, mais par contre, la vie en tant que travailleur à Tokyo, c'est quelque chose d'encore très différent et justement ce côté critères sociaux. Après, j'ai eu l'occasion d'en parler un peu avec des Français qui ont travaillé, mais pas beaucoup, parce que justement, tous les potes que j'ai, eux, et que qui restent justement pour travailler, ils vont juste commencer à travailler, ils n'ont pas vraiment encore travaillé. Donc, ils n'ont pas encore trop De retour. de retour sur, voilà, merci, de retour sur comment ça se passe. Mais il y a quand même ce truc de potentiellement, si tu es étranger, t'as pas besoin de te plier à tous les critères du travail au Japon. Donc, c'est assez agréable. Mais en même temps, même les entreprises françaises au Japon, elles s'adaptent aux habitudes des Japonais. Donc, elles demandent beaucoup aux travailleurs. Et notamment, il y a ce truc du votre Ok. salaire. En gros, il y a une sorte de prime compris dans votre salaire dans le cas où vous faites des heures sup. Mais en fait, c'est pas, par exemple, vous êtes payé plus si vous faites plusieurs sup. C'est juste, il y a un forfait compris dans votre salaire pour toutes les heures sup que vous allez faire. Et en fait, ça part du principe que vous allez faire des heures sup, Mm. mais que toutes ne seront pas forcément payées. Enfin, voilà, c'est à vous de voir comment vous faites vos heures sup. Et en fait, je trouve ça un peu malsain parce que du coup, ça pousse à forcément faire les heures sup, alors que t'es pas supposé faire les heures sup quand tu travailles. Tu signes pour un contrat avec des heures précises, quoi, des horaires précises. Et voilà, ça dans une entreprise française, ça sera le cas au Japon. Ok, donc ouais, c'est une culture professionnelle totalement différente. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, Et les c'est Japonais, à ils en connaître. souffrent quand même beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. de base, je m'étais dit, avant de faire le PhD, j'avais quand même envie d'essayer de vivre en tant que travailleur au Japon. Mais en fait, j'ai pas forcément envie de travailler. Et, et voilà. Et du coup, le Japon, je me casse. Belle conclusion. Bah, peut-être pour revenir sur une dernière note, est-ce que tu aurais des conseils ou des remarques à faire pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans un échange au Japon comme le tien? Est-ce que tu aurais des choses à leur dire pour qu'ils se projettent un petit peu mieux? Apprenez la langue à l'avance. Vraiment, et prenez des cours, payez des cours. Franchement, c'est hyper important de payer des cours, je pense. Moi, je j'ai pas encore payé de cours là, même encore ici, parce que j'ai des gens et j'ai des amis qui me. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est pour apprendre la langue, il n'y a rien de mieux que des gens qui sont impliqués dans votre entourage pour que vous appreniez. Il y a plein de gens qui vous diront, ah, c'est cool, on va pouvoir parler japonais, je vais pouvoir t'aider et tout. Mais en fait, c'est pas qu'ils vous aident pas, mais ils sont pas forcément si généreux que ça dans l'effort de vous. Ils sont pas si. Pédagogue, Ouais, peut-être?
péd- au-delà de pédagogue, ouais, ici, il y a quand même le côté pédagogue aussi, mais à l'écoute ou généreux dans leur temps, en fait. Mais c'est normal parce qu'ils ont plein de choses à faire dans leur vie et c'est pas forcément des mauvais amis, c'est juste des amis qui sont pas forcément axés sur le partage de ce truc en particulier. Mais du coup, apprendre la langue à l'avance, prenez des cours, payez des cours en France ou n'importe quel pays ou même pendant votre stage, surtout si vous avez du temps et tout. Et après ça, prenez aussi potentiellement encore des cours. Il y a des écoles de langue qui se font pendant l'été, par exemple. Vous pouvez venir un peu plus tôt l'été. Vous faites une école de langue et vous partez avec des super bonnes bases de japonais, enfin des bonnes bases de japonais dès le début du diplôme. Ça vous permet d'intégrer un club dans lequel vous allez vous sentir à l'aise aussi. Essayez aussi, si vous faites ça, intégrer, essayez de plusieurs clubs. Moi, j'ai essayé qu'un seul club. C'est pas un regret, mais c'était aussi parce qu'il y a eu le Covid, il y avait que certains clubs qui étaient en activité pardon, à cette époque-là. Mais essayez plein de clubs avec le japonais. Permettez-vous de faire plus de choses que moi, ce que j'ai pu faire au début. Et kiffer, quoi. Kiffer. Et vous prenez pas trop la tête si vous n'avez pas envie de faire de la recherche. Prenez-vous la tête si vous avez envie de faire de la recherche. Voilà. Ouais, en tout cas, faire des efforts pour s'intégrer, parce que derrière, il Ouais, y a bien plein sûr. de choses à découvrir et plein de personnes à rencontrer. Ouais, c'est hyper intéressant à partir du moment où vous vous intégrez des amitiés très proches parce que vous allez comprendre plein de choses sur même votre culture à vous, genre sur sur votre construction personnelle. C'est hyper intéressant en fait, ça vous donne vous prenez un peu une position extérieure à vous-même et c'est hyper intéressant de se questionner soi-même sur comment on a été éduqué et comment on est actuellement en fait. Ouais, Ouais, c'est toujours bon à apprendre et surtout de voir, enfin, vivre dans un pays qui a pas du tout la même culture, ça, exactement. ça permet d'y réfléchir. Ouais, Ok, et bah trop bien. Et bah écoute, merci beaucoup, beaucoup, Oed, pour tout ton témoignage. Peut-être un peu plus long avec que grand d'habitude, plaisir. mais très complet en tout cas. Et puis je pense que tu as encore plein de choses à raconter s'il y a des gens qui sont intéressés. Donc je pense que je Ouais, vais je vais inviter. essayer de faire une vidéo récapitulative au-delà de ce qu'on a parlé, justement, Ouais, plus toute la vie au Japon, même si on a quand même beaucoup évoqué certains points, mais ouais, la peut-être à revenir pratique. plus en détail sur, Ouais. ouais, Ouais, si jamais enfin pour les prochains qui partiront, pour qu'ils aient vraiment toutes les et infos surtout sous la main. n'hésitez pas à Ouais, candidater, allez-y, foncez, y a pas à avoir peur, il y a pas à avoir peur, il y a que du bénéf. trop bien. Ça donne envie en tout cas. Ça donne envie. Ouais, j'espère. Et ben encore une fois, merci beaucoup. Et puis bah, je te souhaite le Merci meilleur à toi. pour la thèse et pour la suite. Et j'espère que tu Merci. trouveras un peu ce qui te fait plaisir. Oui, moi aussi. Salut, Léna. Salut!